Le tout premier film, Alien de 1979, a été une véritable révolution. Il a combiné le slasher et la science-fiction. Oui, avant Alien, il y avait des films avec un scénario similaire, mais tout cela était plutôt du cinéma de série B. Alien a prouvé que l'horreur et la science-fiction pouvaient fonctionner ensemble, marquant une percée dans le genre. Les 3 volets suivants de la franchise ont approfondi ce thème, sans jamais s'éloigner de l'idée initiale du monstre spatial en espace confiné. Mais tout a changé avec la sortie du film Prometheus, où l'on nous a montré quelque chose de nouveau pour l'univers d'Alien, le pathogène. L'organique. La substance noire a réécrit non seulement l'acide désoxyribonucléique de chaque organisme, mais aussi toutes les règles de l'univers cinématographique d'Alien. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour obtenir ce que vous voulez? Des réponses. Tout, absolument tout. Je suppose qu'il faut boire à ça. Cependant, l'introduction d'un tel élément dans l'histoire a inévitablement suscité de nouvelles questions. Quel lien existe-t-il entre le pathogène et les xénomorphes? Lequel est apparu en premier? Le pathogène a-t-il créé l'alien ou l'inverse? Pourquoi Ridley Scott a-t-il décidé de l'introduire dans le lore d'Alien? Nous avions déjà un monstre extraterrestre avec un cycle de reproduction complexe. Pourquoi compliquer davantage? Quel changement le lore d'Alien a-t-il connu avec l'arrivée du pathogène? Le pathogène, pour les ingénieurs, est-ce une sorte de culte ou une arme biologique? Et enfin, est-il vrai que David est le créateur du xénomorphe? D'un côté, cela nous a été clairement dit dans le film. J'ai trouvé la perfection ici. Je l'ai créé, un organisme parfait. D'un autre côté, comment expliquer alors l'image sur la fresque de la planète LV-223? Une peinture magnifique. C'est une fresque. Où l'on voit une créature ressemblant extérieurement à un xénomorphe. Et à côté d'elle, une autre forme tout aussi reconnaissable de facehugger. Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Alors d'où vient cette substance noire, ce fameux pathogène? Si l'on considère les premiers films de la franchise, ni dans Alien, ni dans ses suites, il n'y a même pas la moindre allusion à cette substance. Dans le lore d'Alien, elle n'existait tout simplement pas. Tout tournait autour des xénomorphes eux-mêmes et de leur cycle de reproduction. œufs, facehugger, infection de l'hôte, chestburster et ensuite le monstre adulte. Et c'est tout. Il n'était jamais question d'aucun liquide mystérieux. Mais tout a changé avec l'arrivée de Prometheus. Impressionnant. Ridley Scott, le même homme qui avait réalisé le premier Alien, a décidé de revenir à la franchise et en a littéralement réécrit la mythologie. Impossible d'ignorer cela, puisque le créateur lui-même est intervenu. Après cela, les questions se sont enchaînées. Qu'est-ce que c'est? Quel lien avec le xénomorphe? Et quel rôle ce pathogène joue-t-il dans le cycle de reproduction de l'alien? Pour comprendre, commençons par le tout début du film Prometheus. Un immense humanoïde, l'ingénieur, se tient au bord d'une cascade sur une planète inhabitée. Il porte à ses lèvres une coupe de liquide noir, la boit, et son corps se désintègre en molécules. Ses os et ses muscles s'effondrent, son matériel génétique se dissout dans l'eau, et de ce sacrifice naît une nouvelle vie. Et une question se pose, s'agit-il de la même substance que celle contenue dans les fioles sur la planète LV-223 ? Organique. Comme nous nous en souvenons, David sort prudemment l'une de ses fioles, en extrait une goutte et la mélange dans le verre de Holloway. Les grandes choses commencent par de petites. Si c'est la même substance, pourquoi Holloway tombe-t-il malade et mute, alors que l'ingénieur se désintègre totalement ? De plus, apparemment, le pathogène influence son comportement.
Son désir sexuel s'intensifie et finalement, par contact avec Shaw, un trilobite apparaît. Auparavant, elle était stérile. Une réaction complètement différente. Et dans l'Alliance, l'agent pathogène apparaît sous une troisième forme, déjà comme une arme de destruction massive. David lâche des urnes contenant le pathogène au-dessus de la ville des ingénieurs, et en quelques minutes, toute forme de vie se transforme en une masse noire et morte. La réaction rappelle celle vue dans la scène d'introduction avec l'ingénieur. Mais pourquoi dans le premier cas, voyons-nous une reconstruction de l'acide désoxyribonucléique et la naissance d'une nouvelle vie ? Et dans le second, la destruction complète de toute vie sur Terre ? Cela donne un tableau étrange. Dans un cas, le pathogène déclenche la naissance de la biosphère. Dans un autre, il provoque des mutations. Dans un troisième, il engendre une nouvelle forme de vie. Et dans un quatrième, il anéantit complètement toute vie. Comment tout cela peut-il être une seule substance ? En réalité, tout devient clair en acceptant un simple fait. La dose de l'agent pathogène joue un rôle clé. Ce n'est pas une substance magique qui décide, selon son humeur qui tuer et, pour ainsi dire, à qui offrir une descendance. C'est un programme biologique et le résultat dépend de la quantité de substances absorbées et de la façon dont cela s'est produit. L'ingénieur, au début de Prométhée, a bu toute une coupe, une overdose mortelle. Son corps s'est désintégré jusqu'aux particules élémentaires pour devenir la semence d'une nouvelle vie. À Holloway, David n'a ajouté qu'une goutte. Les grandes choses commencent par de petites. Et au final, nous ne voyons pas une destruction totale, mais une mutation progressive qui modifie son acide désoxyribonucléique tout en laissant l'organisme relativement intact. Si l'on considère le trilobite issu de Shaw, c'est encore un autre résultat de la mutation. Ce fœtus n'est pas ordinaire. Dans Covenant, David libère d'un coup des milliers d'ampoules, devenant ainsi une arme de destruction massive. Le pathogène s'abat sur des millions d'organismes à la fois et il n'y a aucune mutation individuelle. C'est juste une destruction totale de toute forme de vie. Il semble donc que nous comprenions que le pathogène peut créer et détruire. Mais cela ne soulève pas moins de questions. Qu'est-ce que cela implique pour les ingénieurs ? Sur LV-223, il s'agit d'un entrepôt militaire ou d'un sanctuaire. Les ampoules sont parfaitement alignées, tels des objets d'exposition. Au-dessus, des fresques et bas-reliefs renforcent une atmosphère de temple, loin de celle d'un laboratoire. Une peinture magnifique. Et pourtant, ces récipients semblent être des armes de destruction massive. Cela donne un mélange assez étrange. On dirait une bombe biologique, mais l'architecture autour semble plutôt faite pour vénérer les dieux. Et ce sentiment devient encore plus fort si l'on se souvient du prologue de Prométhée. L'ingénieur boit le pathogène comme s'il accomplissait un certain rituel. Son sacrifice ressemble plus à un rituel qu'à une expérience scientifique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Une arme qui a été élevée au rang de culte, ou un culte dont est née une arme par la suite. La scène d'ouverture de Prométhée présente l'ingénieur comme un démiurge sacrificiel accomplissant un rituel de création de la vie. Ici, la substance noire apparaît clairement comme un élixir de vie, un instrument de création divine. Cet acte reflète peut-être la vocation première de la substance, la biogenèse que les ingénieurs ont placée sur une base technologique. Une théorie, appuyée par des allusions du film et des commentaires d'auteurs, suggère que les ingénieurs auraient perdu la capacité de se reproduire naturellement et seraient en passés à la création artificielle de la vie. Leur progrès est allé si loin qu'ils ont commencé à jouer le rôle de Dieu.
Mais le prix à payer a été la dégénérescence ou l'absence de reproduction traditionnelle dans leur espèce. D'une manière ou d'une autre, ils ont développé un rituel de semence de la vie à l'aide d'une substance noire. Cela expliquerait pourquoi une race aussi avancée recourt à une méthode aussi brutale pour engendrer la vie au lieu d'une colonisation classique. Pour eux, c'est la seule façon de donner naissance à une nouvelle vie. Ils se sacrifient littéralement au nom de la création. Mais l'autre face de la médaille apparaît sur LV-223. Ambiance totalement différente, salle sombre avec récipient de liquide, bas-relief lugubre et corps d'ingénieur mort il y a 2000 ans. Depuis combien de temps est-il mort? Environ 2000 ans. Le dialogue du capitaine montre clairement la vocation militaire de la base. Ce n'est pas leur patrie, mais une installation militaire construite loin d'eux car ils ne sont pas assez naïfs pour fabriquer des armes de destruction massive chez eux. Les récipients de liquide noir, appelés vases ou urnes en stéatite, sont montrés dans le film dans un décor évoquant à la fois arsenal et sanctuaire. Leur rôle semble combiner une fonction technologique de stockage de biomatériaux dangereux et une certaine importance symbolique ou rituelle dans la culture des ingénieurs. D'un point de vue technique, les ampoules sont manifestement conçues en tenant compte des spécificités du pathogène. À l'intérieur de chaque récipient se trouvent 4 fioles coniques, immergées dans un remplissage visqueux. Cette conception vise à stabiliser durablement le pathogène. Les ampoules sont alignées en rangées strictes et espacées dans la pièce. Pour assurer température optimale et stabilité chimique, les ingénieurs ont conçu un mécanisme. En cas de perturbation des conditions ambiantes, par exemple un changement d'atmosphère ou une élévation de la température due à la présence de personnes, les récipients commencent à transpirer et à s'activer. Les fresques changent. Nous devons sûrement influencer l'atmosphère dans la salle. Il dégage de l'humidité. Dans le film, le liquide suinte des ampoules dès que des gens entrent et que l'atmosphère change. Organique. Il est probable que ces conteneurs soient conçus pour libérer l'agent pathogène en cas d'exposition soudaine à l'environnement ou en présence d'êtres vivants à proximité. Nous devons sûrement influencer l'ambiance. Autrement dit, les urnes sont en fait des capsules d'armes à charge biologique, très ingénieusement conçues pour un stockage sécurisé. Cependant, on ne peut pas ne pas remarquer l'ambiance rituelle et religieuse de la pièce. La salle est clairement aménagée comme un temple. Au centre, une tête géante s'élève, un buste qui rappelle le visage d'un ingénieur ou de leur dieu. Les fresques sur les murs représentent des urnes disposées comme des vases sacrificiels près de l'autel. Un tel aménagement indique que les ingénieurs voyaient dès leur création comme une arme, mais aussi avec une certaine révérence ou un symbolisme. Pour eux, c'est un outil de création et de destruction, presque l'incarnation de la puissance de leur dieu. Il est intéressant de noter que le simple fait qu'un arsenal prenne la forme d'un temple peut indiquer une fusion de la science et de la religion chez les ingénieurs. C'est pourquoi les salles d'armes biologiques sont conçues comme des sanctuaires. Et si l'on revient à la question de savoir ce qu'est le pathogène pour les ingénieurs, une arme biologique ou un culte, tout indique qu'il s'agit des deux à la fois. Les ingénieurs, apparemment, ont utilisé le pathogène pendant des millénaires de deux façons, à des fins créatrices pour la terraformation et la naissance de nouvelles biosphères, et à des fins destructrices pour éliminer les espèces indésirables. Même dans la mythologie du film, le pathogène est en fait assimilé à ce feu des dieux que Prométhée a transmis aux hommes. Le titan Prométhée voulait que les hommes soient égaux aux dieux. Peter Weyland, dans son discours Technology Entertainment, Design a directement cité le mythe de Prométhée, sous-entendant que l'humanité s'apprête à arracher aux dieux leur savoir secret, le secret de la création de la vie. Il l'a volé aux dieux, qui craignaient ce que nous pourrions en faire. Ce secret s'avère finalement être le pathogène noir, conservé dans le temple des ingénieurs. Il représente ce grand miracle que cherchait Monsieur Verne au prix de sa vie, le feu de Prométhée. Le Prométhée mythologique a donné le feu aux hommes, symbole de la technologie, du savoir, de la capacité de créer, ce qui appartenait autrefois uniquement aux dieux.
Les ingénieurs possèdent donc la capacité de créer et de détruire la vie. Et le pathogène est la concentration de cette capacité, la quintessence des biotechnologies des ingénieurs. Il peut allumer l'étincelle de la vie sur une nouvelle planète ou anéantir un monde entier, tout comme le feu peut réchauffer ou brûler. En recevant ce feu, l'humanité devient aussi semblable aux dieux. Dans Covenant, l'androïde David devient le nouveau Prométhée. Il a volé aux ingénieurs leur feu, leurs pathogènes et leur savoir, et il les a utilisés pour créer une nouvelle forme de vie. D'accord, mais quel lien existe entre le pathogène et les xénomorphes? Pourquoi Ridley Scott l'a-t-il intégré au lore d'Alien? Nous avions déjà un monstre extraterrestre à la reproduction complexe. Pourquoi compliquer encore les choses? Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans l'univers des xénomorphes avec l'introduction du pathogène? En réalité, l'apparition du pathogène a changé beaucoup de choses. Avant Prometheus, on nous mettait simplement devant le fait accompli. Il existe un monstre extrêmement dangereux que, pour une raison ou une autre, la compagnie veut absolument obtenir. Ramener un échantillon. Priorité absolue. Il n'y a pas d'autre mission? Un humanoïde mystérieux est assis dans un fauteuil à bord du vaisseau du premier Alien. Un organisme extraterrestre. On dirait qu'il est mort depuis longtemps. Mais des questions se posaient. Qui est ce géant? D'où vient-il? Que s'est-il passé ici? Et la principale question, d'où vient le xénomorphe? Est-ce une espèce naturelle ou une créature créée artificiellement? Ni l'Alien de Cameron, ni celui de Fincher, ni Alien, la résurrection de Jeunet n'ont cherché à répondre, se limitant à reprendre le scénario classique. Un xénomorphe dans un espace clos, selon la formule de l'horreur spatiale. Allez, prends-moi, enfoiré! Dans Prometheus, Ridley Scott a abandonné son propre modèle pour aller plus loin. En grande partie, c'est justement grâce à l'introduction du pathogène. C'est impressionnant. Il a déplacé l'accent du domaine du film d'horreur vers la philosophie et la science-fiction. Pour la première fois, le xénomorphe a cessé d'être simplement un monstre tueur. Son origine s'est révélée liée à une histoire beaucoup plus vaste. Sur les créateurs, sur le sacrifice pour la vie, sur les technologies qui oscillent entre miracle et malédiction. Ridley Scott a ainsi redonné de la pertinence à la franchise. Désormais, elle faisait peur et poussait aussi à réfléchir. Il a révélé que l'Alien était à la fois un cauchemar spatial et le fruit d'un vaste cycle de création et de destruction impliquant dieux ingénieurs, humains et l'intelligence artificielle David. Et c'est le pathogène qui est devenu le lien entre eux. Les grandes choses commencent par de petites. Et dans l'Alliance, cette ligne passe déjà au premier plan. Le film n'est plus seulement une lutte contre un monstre, mais une parabole sur un créateur qui finit par haïr ses propres créateurs. Il n'y a rien autour. Un seul mausolée délabré est entouré par le désert. David est un serviteur artificiel créé par Peter Weyland. Ses expériences d'aurore avec le pathogène ne sont pas simplement des expériences d'un savant fou, mais un acte d'orgueil. Il veut prouver qu'il est capable de surpasser à la fois les humains et les ingénieurs. Ils sont une espèce mourante qui s'accroche à la vie. Ils ne méritent pas de seconde chance, et je ne la leur donnerai pas. Ici, l'alien n'est plus l'objectif, mais un résultat secondaire. Le xénomorphe dans Covenant n'est même pas le principal antagoniste, mais plutôt l'incarnation des ambitions de David, le symbole de sa créativité rebelle. Le pathogène a pris de nombreuses formes. Et il était très mutable, diaboliquement inventif. Et c'est précisément ce passage de l'horreur au drame philosophique qui a rendu les préquels si controversés. Des spectateurs attendaient un monstre classique dans un couloir sombre, mais ont eu des dialogues sur Byron, Shelley et le sens de l'art. En ayant créé une telle splendeur, on peut même mourir. D'autres, au contraire, y ont vu une chance de regarder l'alien sous un nouvel angle et de s'accrocher à des questions bien plus profondes. Mais voici ce qui est intéressant. Prométhée et Covenant ont apparemment apporté des réponses à certaines anciennes énigmes qui remontaient au tout premier Alien. Mais en même temps, ils ont ouvert tout un tas de nouvelles questions.
Oui, on nous a montré que ce fameux jockey de l'espace était un représentant de la race des ingénieurs, qu'ils ont créé l'humanité. Mais alors, qui a créé les ingénieurs eux-mêmes ? On nous a laissé entendre que David était le créateur du xénomorphe. Mais alors, comment expliquer les fresques dans Prométhée, où l'on voit déjà une créature étrangement semblable à un alien, et à côté une silhouette qui rappelle un facehugger ? Comment David a-t-il créé le xénomorphe, alors qu'une créature similaire figurait déjà sur la fresque ? Enfin, quelle est selon la place des agents pathogènes et leur lien exact avec le xénomorphe ? La réponse à la question de savoir ce qu'est réellement l'agent pathogène se trouve en partie dans le court-métrage officiel Advent. Là-bas, David assimile l'agent pathogène à une intelligence artificielle, réécrivant chaotiquement l'acide désoxyribonucléique de chaque organisme rencontré. C'est pourquoi nous observons une telle diversité de formes de vie qui apparaissent sous son influence. Waouh, elle est vraiment énorme! Qu'est-ce que c'est? Néanmoins, elles sont toutes invariablement agressives. Probablement parce que la fonction clé du pathogène est d'assurer la survie. Et l'agressivité, en tant que forme extrêmement extrême de cette survie, devient essentielle. C'est précisément grâce au pathogène et à de longues expériences acharnées que David crée cet œuf avec le facehugger, fait un sacrifice et en conséquence, le xénomorphe naît. Regardez. C'est quelque chose. Mais alors, comment expliquer les fresques sur LV-223 ? Est-ce que David a vraiment créé le xénomorphe là ? La réponse est plus claire si l'on considère la variabilité du pathogène. Dans Prometheus, Elizabeth Shaw, infectée par le pathogène, donne naissance à un trilobite. Celui-ci attaque l'ingénieur. Et de lui naît une créature qui ressemble aussi extérieurement à un xénomorphe. Le principe de la reproduction existait déjà. Il est possible que David ait vraiment créé le xénomorphe, mais ce n'était pas une espèce unique et jamais vue auparavant, c'était le résultat d'un cycle perfectionné qui était déjà présent dans le pathogène. Ce que David a créé, ce n'est pas un tout nouveau commencement, mais plutôt une modification d'un cycle déjà existant. Il a perfectionné ce que les ingénieurs ou leurs descendants avaient déjà réalisé autrefois. Le xénomorphe, dans son interprétation, est la forme parfaite, et sur la fresque, nous voyons probablement ce qu'on appelle un protomorphe. La version originale, alors tout devient clair et il n'y a plus de contradiction. Mais une autre question se pose. Qu'est-ce qui est apparu en premier ? David a créé son xénomorphe en manipulant le pathogène. Mais qu'est-ce qui était à l'origine ? D'abord, les ingénieurs ont développé le pathogène, et c'est sur cette base qu'avec le temps, le xénomorphe est apparu, ou bien au contraire, le xénomorphe existait en premier, puis le pathogène a été créé. La réponse se trouve dans Alien, Romulus, où l'androïde Rook dit cette phrase. Dans la structure des parasitoïdes que j'ai créés à partir de l'acide désoxyribonucléique du xénomorphe, on a découvert un liquide non newtonien unique. Grâce à lui, il possède une résistance extraordinaire. Ce micro-organisme est sans doute l'un des agents pathogènes les plus dangereux connus. Si l'on accepte cette citation, il en ressort que les xénomorphes sont apparus en premier, puis le liquide synthétisé que nous appelons le pathogène. Il s'avère donc que, très probablement, les ingénieurs ont créé le pathogène à partir de ces créatures. Et plus tard, il est devenu une plateforme universelle, une sorte de constructeur biologique à partir duquel on pouvait façonner tout ce que l'on voulait. Vous voulez des mutations accélérées ou bien un tueur parfait. Avec ce pathogène, on peut créer des mondes entiers. Il est aussi facile de les effacer de la planète. Et alors, on comprend pourquoi, sur cette fameuse fresque dans Prometheus, le protomorphe est représenté presque comme une icône ancienne. C'est un culte, une sorte de vénération d'une force capable de donner à la fois la vie et la mort. Les ingénieurs considéraient le pathogène non seulement comme un outil, mais aussi comme une substance sacrée. Romul, Prométhée et Covenant ont profondément enrichi le lore d'Alien.
L'univers a cessé d'être simplement une histoire sur un monstre dangereux dans un espace confiné et est devenu bien plus complexe. On y découvre l'origine des xénomorphes, l'histoire humaine et un pathogène pouvant créer ou détruire. Nous nous sommes rapprochés du mystère de l'origine du xénomorphe et avons compris d'où venaient les humains. Mais il reste tout de même une zone d'ombre. Les ingénieurs sont les créateurs de l'humanité dans cet univers. Mais qui les a créés ? Cette question ouvre tout un champ de théories, de suppositions et de débats. Si vous souhaitez que le prochain épisode porte sur les ingénieurs, vous savez quoi faire. Montrez votre engagement comme vous le souhaitez. Soutenez la vidéo et je continuerai à explorer cet univers cinématographique. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour obtenir ce que vous voulez? Des réponses. N'importe quoi. J'ai trouvé la perfection ici. Je l'ai créé, un organisme parfait. Depuis combien de temps est-il mort? Environ 2000 ans. Les grandes choses commencent par de petites.